7. Le chiffre résonne comme un coup de canon. 7 nations africaines au 16e de finale d'une Coupe du Monde. Pas 2, pas 3. 7. Maroc, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Égypte, Ghana, Sénégal. 7 drapeaux plantés dans la terre de ce tournoi, comme autant de déclarations de guerre adressées à un monde qui, depuis des décennies, attend que l'Afrique échoue pour se rassurer. Ce monde-là peut attendre encore, parce que ces 7 nations ne sont pas venues pour participer, elles sont venues pour conquérir. Arrête-toi une seconde, mesure ce que cela représente. Sur 48 équipes qualifiées pour t'identifier pour ce mondial, 10 venaient d'Afrique. 7 ont survécu à la phase de groupe, 7 sur 10, un taux de qualification supérieur à celui de l'Europe, supérieur à celui de l'Amérique du Sud, supérieur à celui de n'importe quelle autre confédération sur cette planète. Et pourtant, le récit dominant avant le tournoi était celui du doute, celui de la fragilité supposée du football africain, celui de ces équipes qu'on aimait admirer de loin pour leur fougue, pour leur physique, pour leur éclat, mais qu'on refusait de prendre au sérieux quand il s'agissait de parler de victoire, de titre, de destin mondial. Ce récit-là est mort. Ces 7 nations l'ont enterré. Le Maroc d'abord, parce qu'on commence toujours par ceux qui ont montré le chemin, ces lions de l'Atlas qui en 2022, au Qatar, ont fait quelque chose que personne n'avait fait avant eux sur ce continent. Demi-finale d'une Coupe du Monde. L'Espagne éliminée, le Portugal éliminé, la France regardée en face sans trembler. Ce qu'ils ont planté là, dans les esprits, dans les corps, dans l'inconscient collectif du football africain, c'est une certitude nouvelle, tranchante, irréversible. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite assignée à ce que l'Afrique peut faire dans une Coupe du Monde. Le Maroc a brisé ce plafond avec ses poings et il a regardé ceux qui venaient derrière lui et leur a dit « La route est ouverte, emprunte-la ». Achraf Hakimi porte ce Maroc avec la grâce et la violence d'un homme qui a joué dans les plus grands clubs du monde et qui revient à ses racines avec quelque chose que les clubs ne peuvent pas donner, la fierté identitaire. Cette fierté ne se code pas dans un système tactique. Elle s'allume dans les yeux d'un joueur quand il entend son hymne et qu'il sait que derrière lui, des millions de personnes ont arrêté de respirer pour regarder ce qu'il va faire. Le Maroc arrive en 16e, non pas comme un outsider miraculeux, il arrive comme un favori assumé, bâti sur 4 ans de travail, de certitude et de mémoire glorieuse. L'Afrique du Sud ensuite. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pour la première fois de leur histoire, les Bafana Bafana atteignent la phase à élimination directe d'un mondial. Lis ça lentement. Pour la première fois, ce pays qui a organisé la Coupe du Monde en 2010, qui a fait vibrer la planète avec ses vuvuzelas, qui portait le rêve d'un continent entier sur ses épaules et avait terminé dernier de son groupe à domicile, ce pays-là revient 16 ans plus tard et franchit enfin ce mur. Et les Bafana Bafana avancent maintenant avec quelque chose dans les jambes que leurs prédécesseurs n'avaient pas, l'expérience de l'impossible accompli. Ce goût-là, une fois qu'on l'a eu, on ne peut plus s'en passer. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Les éléphants qui ont traversé leur propre purgatoire, leur propre renaissance, et qui arrivent dans ce mondial avec une génération qui sait ce que ça fait de gagner. Simon Adingra, sur son aile gauche, comme un courant électrique qu'on ne peut ni contenir ni prévoir. Franck Kessié, dans l'axe, comme un bloc de granit qui pense vite et frappe fort. Cette Côte d'Ivoire ne joue pas pour prouver qu'elle mérite d'être là. Elle joue parce qu'elle sait où elle veut aller. Et cette nuance entre une équipe qui cherche sa légitimité et une équipe qui la possède déjà, elle se voit dans chaque action, dans chaque décision prise à pleine vitesse, dans chaque geste qui porte la marque de la confiance plutôt que celle du doute. Et puis, le Cap-Vert. 10 îles perdues dans l'Atlantique, moins de 600 000 habitants, un territoire plus petit que certaines villes européennes, et une équipe de football qui se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Le Cap-Vert n'a pas de grande infrastructure sportive, pas de budget colossal, pas de ligue domestique qui rivalise avec les championnats européens. Il a des joueurs formés aux 4 coins du monde qui ont grandi entre 2 cultures, entre 2 langues, entre 2 identités
et qui reviennent chaque fois sous ce maillot bleu avec une détermination qui dépasse la simple ambition sportive. C'est la détermination de ceux qui savent qu'ils représentent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les requins bleus avancent et l'Argentine les attend. L'Argentine, regardons ça en face sans trembler. L'Égypte de Mohamed Salah, la menace la plus sous-estimée de ce tournoi. Les pharaons n'avaient jamais dépassé le premier tour d'une Coupe du Monde. Jamais. 4 participations, 4 éliminations prématurées. Et cette fois, ils franchissent l'obstacle avec un homme dans leur équipe qui est en ce moment, à 34 ans, l'un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde. Mohamed Salah, à cet âge, ne ralentit pas. Il distille, il concentre tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a traversé, toutes les victoires et les défaites, les finales perdues et les titres gagnés. Tout ça se densifie dans son jeu en quelque chose d'une économie de gestes absolue et d'une efficacité létale. L'équipe adverse qui pense avoir neutralisé Salah se trompe. Elle n'a fait que le concentrer davantage. Et un Salah concentré est la chose la plus dangereuse que ce mondial puisse produire. Le Ghana. Ces Black Stars qui ont un rapport particulier, presque mystique, avec la possibilité de l'impossible. 2010, quart de finale, un handball sur la ligne de Luis Suarez, un penalty raté par Asamoah Gyan, et une génération entière de supporters qui a regardé son rêve se briser à quelques centimètres de la demi-finale mondiale. Cette douleur ne disparaît pas, elle se transmet. Elle se raconte autour des feux, dans les familles, dans les vestiaires. Et elle devient, pour les générations suivantes, non pas un fardeau, mais un moteur. Mohamed Kudus porte cette histoire dans ses jambes sans même le savoir. Quand il prend le ballon et qu'il part avec cette liberté et cette vitesse qui désordonne les défenses les mieux organisées, il court aussi pour ceux qui n'ont pas pu franchir cette frontière en 2010. Il court pour fermer une blessure collective qui dure depuis 16 ans. Et le Sénégal, la résurrection incarnée, 2 défaites, le monde entier qui les enterre. Et puis 5 buts contre l'Irak, une qualification arrachée dans les dernières heures de la phase de groupe et un peuple entier qui se lève d'entre les morts en criant. Le Sénégal arrive dans ses 16e avec quelque chose qu'aucune des autres équipes africaines ne possède au même degré, la mémoire immédiate de sa propre résurrection. Il arrive en sachant, dans la chair, dans les os, dans le cœur de chaque joueur, que rien n'est jamais fini, que le fond peut devenir un tremplin, que la douleur peut devenir une arme. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, ces hommes ont traversé quelque chose dans ce tournoi qui les a transformés. Et une équipe transformée par l'adversité est une équipe que personne ne veut affronter. Maintenant, parle-moi des géants européens qui regardent ce tableau et font leurs calculs. L'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, ces nations qui dominent le football mondial depuis un siècle, qui ont bâti leur dynastie sur des structures, des académies, des investissements colossaux. Ces nations-là voient quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de voir. Elles voient cette équipe africaine qui ne joue plus avec la retenue des dominés, qui ne joue plus avec la gratitude d'être un invité, qui joue avec la rage de ceux qui ont attendu trop longtemps leur tour et qui savent que ce mondial 2026 est peut-être la plus grande fenêtre que le football africain ait jamais eu pour frapper un coup qui changera les récits pour des décennies. Ce n'est pas de la rhétorique, ce sont des faits. 7 nations qualifiées, c'est un record absolu dans l'histoire de la Coupe du Monde pour le continent africain. C'est la preuve concrète que le niveau a franchi un seuil, que la formation produit enfin des résultats visibles, que les joueurs africains qui évoluent dans les meilleurs championnats du monde reviennent dans leur sélection avec une maturité tactique, une expérience des grands matchs, une capacité à gérer la pression qui les rend capables de tout. Et quand tu combines cette maturité avec ce feu identitaire, avec cette rage de représenter, avec ce besoin viscéral de montrer au monde ce que l'Afrique vaut vraiment, tu obtiens quelque chose que les livres de tactique ne peuvent pas modéliser. Tu obtiens une force de la nature. Ces 16e de finale ne sont pas une destination, ils sont le début d'un chemin. Et sur ce chemin, ces 7 nations portent quelque chose qui transcende le football. Elles portent la preuve vivante qu'un continent, longtemps regardé de haut, est en train d'écrire sa propre loi sur les terrains du monde. Pas demain, maintenant, ce soir.
dans ces stades américains, où les hymnes africains résonnent avec une dignité nouvelle et une certitude que rien ni personne ne peut plus effacer. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut gagner une Coupe du Monde. La question est, laquelle de ces 7 nations sera la première à le faire ?